Et donc, je vais faire le retail. J'ai volontairement omis plein d'aspects du retail parce que je ne les trouve pas très intéressants en termes de transformation. N'hésitez pas à me dire que j'ai oublié des choses, qu'on en discute, etc. Ce sera très intéressant. Le retail, c'est vraiment un monde fascinant parce que la définition la plus large du retail, c'est de vendre en détail quelque chose. Donc, quand on prend cette définition-là, bah forcément, ça comprend à peu près tout. Ça comprend le souk, ça comprend les magasins, les supermarchés, les boutiques, Amazon, Walmart, Blueberry, Apple Store. Enfin, tout ce que vous pouvez, tout ce qui est un instrument de distribution au détail est en fait du retail. Et alors, pourquoi j'ai mis une image de fractal? Alors, c'est pas une fractale. Raté. Quand vous sous-traitez les slides, ça donne des fois des trucs comme ça. Donc normalement, normalement, il devrait y avoir une image de fractal. Et la fractale, c'est une forme mathématique très fascinante parce qu'à chaque fois que vous zoomez dans la forme, vous retrouvez la même structure initiale que dans la forme précédente. Et en fait, c'est ça qui m'a intéressé sur le retail. C'est que je pense que je vais essayer une thèse très osée, c'est de vous montrer qu'en fait, toutes les micro-transformations qu'on peut observer sont en fait à chaque fois derrière le même framework de transformation qui est simplement le fait que le numérique le rend possible parce qu'il permet un certain nombre de choses. Et on va explorer ces choses-là. Alors la première tendance, et qui est la première tendance du retail, c'est que depuis très 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 longtemps, depuis les Phéniciens, j'en sais quelque chose, je suis Libanais, et les Libanais ils ont plein de blagues sur les Phéniciens. Si vous dites à un Libanais qu'il est autre chose qu'un Phénicien, il le prend très très mal. Et donc j'ai passé mon enfance à être bercé d'histoires de Phéniciens légendaires. Alors ils ont inventé l'écriture, le commerce, tout ça. Et alors un truc qu'on vous explique, c'est que depuis le début, en fait, il y a une guerre. Il y a une guerre entre ceux qui vendent des choses et ceux qui achètent des choses. Et en fonction des périodes de l'histoire, certains prennent l'ascendant sur les autres. Alors en fait, derrière ça, il y a une structure macroéconomique. C'est que quand on est en période d'abondance, eh ben, c'est les consommateurs qui ont le pouvoir parce qu'ils ont le choix. Donc quand ils ont le choix, ils peuvent renverser le pouvoir. Mais quand on est en période de disette, alors là, c'est les commerçants qui prennent le pouvoir. Et d'ailleurs, si vous prenez quelque chose d'assez fascinant, le prisme un peu sombre de l'histoire du retail, c'est de regarder toutes les périodes de guerre à travers le prisme du retail. Et la figure omniprésente, c'est le commerçant pingre, quelles que soient les périodes de guerre. Et d'ailleurs, ça remonte à... Enfin, alors évidemment, il y a la période sombre de l'occupation, avec le boulanger qui organise le marché noir du pain. Ça fait des pans entiers de la littérature, mais ça peut remonter très très loin. Si vous regardez chez les Grecs, par exemple, pendant les guerres, la figure de l'esclave insupportable, c'était l'esclave qui vendait des choses. D'ailleurs, Crésus, c'est cette idée terrible qu'il a accumulé tellement de richesses que c'est une pingrerie terrible. Et alors, il y a quelque chose que la technologie a permis, c'est que la technologie, qu'on soit en période de disette ou en période d'abondance, elle a complètement neutralisé ce rapport de force. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'opinion des consommateurs est devenue un marché liquide. C'est-à-dire qu'elle se déplace, elle s'exprime librement, elle n'a plus aucune barrière et aucune friction dans son expression. Et on est dans une situation un peu étrange où finalement, n'importe qui peut faire et défaire la réputation d'un vendeur et d'un retailer, alors qu'il soit gros ou petit. Je n'ai pas mis des exemples d'histoires cauchemardesques, mais il y en a plein. L'une de mes préférées, alors ça ne concerne pas vraiment un retailer, mais je la trouve tellement géniale. Je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire d'American Airlines et du guitariste. Donc American Airlines a perdu une guitare en bagage en soute et a envoyé une lettre avec un dédommagement ridicule, genre 25 $ pour la guitare perdue. Et le type a fait une chanson à la gloire de sa guitare offerte par son père mort. La totale. Hein. Et la chanson a été vue à des dizaines de millions d'exemplaires sur Twitter, à tel point que American Airlines, qui a pris le problème très à la légère au début, a été obligé d'avoir le CEO livrant une guitare signée par je ne sais plus qui au type en question, qui en plus l'a cassé et a rajouté un coup de marketing énorme dans le coup marketing. C'était juste trop beau en fait. Et en fait, ce genre de crise, c'est simplement la résultance d'un très vieux phénomène, c'est la réputation de commerçant. La réputation de commerçant, c'est quelque chose de très vieux. Au Moyen-Âge, on courait les villes à la recherche des commerçants qui étaient réputés jusque dans la capitale. C'était quelque chose de peu liquide.
Si le commerçant avait le malheur un jour de maltraiter quelqu'un, bah, d'ici que ça ait un impact sur l'ensemble des clients, c'était très compliqué, c'était très faible. Aujourd'hui, le moindre client mécontent, ça prend tout de suite des proportions disproportionnées et ça peut donner des phénomènes extrêmement dangereux. Et alors, vous avez même des phénomènes de réputation qui se jouent. Par exemple, Amazon, c'est une histoire qui me fascine. Amazon a pris la décision d'internaliser sa logistique et sa livraison ou de contraindre dans les pays où ils ne pouvaient pas faire ça beaucoup plus fortement les livreurs parce que dans le e-commerce, la source numéro 1 de plainte, c'est les livraisons ratées. Chose à laquelle Amazon n'avait juste aucune responsabilité. Si la Poste perd votre colis, bah, Amazon ne pouvait pas faire grand-chose à part aller taper au bureau de poste et dire « Alors, vous avez un colis à nous ?» Et en fait, Amazon aux États-Unis a carrément internalisé cette capacité pour ne plus avoir de problème et pour pouvoir gérer ces problèmes-là en interne. Et pourquoi? Souvent, on croit que c'est pour une question de coût. J'ai lu plein d'articles en ligne qui racontent que c'est une question de coût. Et sur Quora, il y a le VP de la logistique d'Amazon qui explique que pas du tout. Ça leur coûte beaucoup plus cher que externaliser, pour un avantage très simple, c'est que quand c'est externalisé, on peut mettre en concurrence les différents transporteurs. Et le marché du transport, c'est un marché qui va tellement mal que vous trouverez toujours un type qui est prêt pour des questions de trésorerie à faire quelque chose à perte ce mois-ci. Quand vous internalisez, vous n'allez pas mettre en concurrence ces types qui bossent pour vous avec eux-mêmes. Enfin, à moins de leur dire ce mois-ci tu gagnes moins, enfin, c'est tout de suite beaucoup moins facile. Et ils ne l'ont pas fait pour ça, ils l'ont fait parce qu'ils ont remarqué que c'était extrêmement compliqué pour eux de maintenir un niveau de satisfaction client élevé en n'ayant pas une logistique internalisée et en n'ayant pas une livraison maîtrisée du début à la fin de la chaîne. La deuxième chose que la technologie fait, c'est que le niveau d'information n'a jamais été aussi efficace et n'a jamais été aussi important. Il y a quelque chose qui a changé profondément dans le monde sur les 10 dernières années, c'est que la distribution compte beaucoup moins aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Et je parle vraiment de 10 ans parce que ça s'est joué sur ce moment-là. Et ça n'a rien à voir avec le retail, mais je pense que l'exemple est très parlant. C'est prenez Windows 95 et le lancement de Windows 95. Windows 95, on est sur un budget marketing de quelque chose comme 800 millions de dollars pour un budget de développement produit de 80 millions de dollars. C'est à peu près les ratios chez Microsoft en 95. Ils lancent le produit, il y a des émeutes, il y a même un type mort au lancement de Windows 95 parce qu'il s'est fait piétiner dans un Walmart parce que les gens se jetaient pour acheter Windows 95. Ouais, ça paraît complètement dingue. Mais c'est l'une des campagnes de lancement de produits les mieux réussies de l'histoire. Et Microsoft a gagné, alors je sais que c'est plusieurs milliards, je ne sais pas si c'est 8, 20, 30, pour être honnête, je ne sais plus. Mais l'ordre de grandeur est là, ils ont gagné plusieurs milliards avec le lancement. Puis avec 98, ils ont recommencé exactement la même stratégie. Et puis ils ont gagné un peu moins d'argent, mais ils en ont gagné suffisamment pour se dire quand même que c'était une super bonne stratégie. Puis avec Windows 2000, ils ont recommencé et comme ça, ainsi de suite, jusqu'au dernier Windows, Windows 8, où pour la première fois de leur vie, ils ont perdu de l'argent avec le lancement d'un produit. Et ils ont l'air complètement impuissants face à ça, à ne pas comprendre ce qui s'est passé en 10 ans. Et ben, ce qui s'est passé en 10 ans, c'est qu'aujourd'hui, les gens installent Windows et vont sur Facebook se plaindre parce que l'installation n'a pas fonctionné. Et que donc, la distance entre l'acte d'achat et l'acte de vente n'est plus une distance directe. C'est-à-dire que ce n'est plus quelqu'un qui décide d'acheter parce qu'il a vu une pub, mais c'est quelqu'un qui décide d'acheter après avoir vérifié que ses amis sont contents. Et ça change tout. Alors, une autre anecdote, c'est le patron de Warner qui accuse Mark Zuckerberg d'avoir tué son métier. Parce qu'il explique quelque chose que moi je ne savais absolument pas, c'est qu'avant que les réseaux sociaux existent, quand vous lanciez un blockbuster, vous saviez exactement le revenu minimum que le blockbuster allait produire en fonction du montant marketing que vous mettiez sur la table. Il y avait un rapport linéaire entre les deux. Si vous dépensiez 200 millions, vous faisiez 300 millions. Et si votre film était bon, vous pouviez faire 400, 500, 1 milliard, enfin, mais il y avait une forme de rentabilité minimum du blockbuster qui en faisait en fait une industrie très rentable. Et maintenant, le type de Warner dit ce type est un cinglé, à cause de lui, les gens à l'intérieur du cinéma disent aux types qui sont en train d'attendre dans la file d'attente de surtout pas y aller, que c'est le pire film de l'histoire, et que donc maintenant, c'est très compliqué de faire un film. Et Mark Zuckerberg a répondu oh bah,
c'est pas vrai, vous avez qu'à faire des bons films. Et, et je pense que c'est la réponse, elle restera dans l'histoire, celle-là. Ça doit être un niveau d'impuissance incroyable de perdre une vache à lait pareil, parce que d'un seul coup, vous vous rendez compte que la qualité en fait, du produit n'a jamais autant compté dans l'humanité. Pourquoi? Parce que l'information est mobile. Et ça a plein d'impacts. Regardez, par exemple, un chiffre qui vous fera tous réfléchir. 95% des reviews sur Amazon sont produits par moins de 15% des utilisateurs. Et il y a même des gens dont c'est la vie, le hobby, en fait, de recevoir à la maison des trucs. Parce qu'Amazon a une politique très généreuse de retour sans frais, de 30 jours. Et donc, ils achètent des trucs, ils les testent, ils les renvoient à Amazon et ils en prennent d'autres. Et Amazon ne dit rien. Pourquoi? Par exemple, il y a une histoire très célèbre au début. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Chapitre.com, qui est en liquidation judiciaire aujourd'hui. Il y a un cas très célèbre, en fait, où Chapitre.com avait exactement le même problème qu'Amazon sur les livres. C'est que les vrais fans de livres pouvaient renvoyer les livres s'ils n'étaient pas contents. Et ils avaient un certain nombre de jours pour le renvoyer. Et donc, les types lisaient le livre et transformaient le service en bibliothèque. Et Amazon l'a encouragé parce que ça produisait des reviews. Et Chapitre a arrêté de l'encourager parce que c'était terrible pour eux. Ils voyaient ça comme une perte de gain. Résultat, tous les power lecteurs sont passés sur Amazon et ont quitté Chapitre. Puis le reste, enfin, c'est de l'histoire. Alors qu'on était dans un marché où le prix du livre est réglementé. Donc, Amazon n'avait pas son avantage concurrentiel habituel qui était qu'il peut écraser tout le monde avec des marges de plus en plus faible et gardé au couteau. La deuxième chose, c'est que la présence des technologies dans l'expérience retail permet en fait de donner énormément de pouvoir aux consommateurs, non seulement en termes d'opinion, de tests, etc., mais également en termes d'expérience. Et notamment, il y a une étude assez amusante à regarder, c'est Walmart qui l'a faite aux États-Unis. Vous connaissez la première source d'insatisfaction des utilisateurs de Walmart. Alors, désolé de parler comme ça, mais c'est comme ça qu'ils le voient maintenant. Donc, c'est quoi la première source de frustration des utilisateurs de Walmart? C'est les caissiers. Il y a un truc qui se casse au moment du passage en caisse, c'est que le rapport avec la caisse… Alors, il y a plusieurs explications, mais l'une d'elles, c'est sans doute que ce n'est pas le boulot le plus épanouissant du monde. Voir des gens défiler à longueur de journée avec leurs courses, forcément, à un moment ou à un autre, ça finit par rendre agressif, etc. Et vraiment, le Walmart, en fait, est en train de déployer du self-checking à emploi constant. Alors ça, c'est Walmart qui fait cette annonce. Encore une fois, Walmart, je pense que Walmart, c'est une entreprise géniale à regarder. Parce que comme c'est l'entreprise la plus evil et qui l'assume le mieux au monde, ils n'ont vraiment aucun remords. Quand des gens comme ça vous disent on prend une décision à emploi constant, c'est absolument pas par volonté de préserver l'emploi. C'est parce qu'ils ont compris quelque chose et ils sont en train, dans des Walmart pilotes, de redéployer les gens qui avant étaient à la caisse dans les rayons et dans l'expérience rayon. Et pour être à un endroit où les gens adorent avoir des vendeurs, j'hésite entre ça et ça, vous pensez que je devrais acheter quoi? Et ça a un impact sur leur vente qui est incroyable. Et d'ailleurs, ça a un impact sur leurs employés, leur morale, etc., qui est extraordinaire. Et ça, c'est l'une des grandes transformations qui arrivent de Walmart et qui est directement rendue possible par ces technologies-là. Alors là, en plus, on est dans la préhistoire. Walmart est en train de tester les chariots NFC, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je ne crois pas d'ailleurs que c'est NFC, mais en fait, c'est des tags magnétiques qui sont mis sur les prix. Et donc, quand vous arrivez à la caisse, ça calcule immédiatement le prix sans que vous sortiez aucun produit. C'est des expériences intégrées. Et en plus, votre carte est préenregistrée avec votre carte de fidélité Walmart qui est détectée sur vous. Et donc, c'est directement retiré sur votre compte, vous validez, il y a le ticket qui sort et vous partez. Donc, il n'y a même pas l'acte de mettre sur la machine et de mettre les choses. Mais ça, en fait, ça montre comment un magasin peut complètement changer le point d'équilibre de son expérience en prenant des gens qui sont à un endroit donné et qui sont une source de frustration parce que c'est inefficient, les remplacer par de la technologie et les redéployer à d'autres moments. Alors, je vais vous donner un autre exemple de ça, qui n'est pas dans le slide, mais qui est fascinant parce qu'en plus, il va bientôt sortir. Il y a une société qui s'appelle Momentum Machine qui réinvente l'expérience du retail de burgers. Donc, ils sont en frontale concurrence avec McDonald's. Et en fait, Momentum Machine, c'est quoi? C'est des machines qui fabriquent des burgers automatiquement.
Et donc, il n'y a plus de cuisiniers, il n'y a plus tout ça, et ça fait des burgers gourmets qui sont apparemment meilleurs. Enfin, en plus, je ne dis pas apparemment, je sais qu'ils sont meilleurs. Ils sont meilleurs que la plupart des burgers faits par des chefs. Et en fait, ils sont en train de redéployer le personnel en salle. Et pourquoi ils gardent le personnel en salle? Parce que c'est une expérience importante d'avoir des gens qui vous accueillent, d'avoir des gens qui nettoient rapidement, d'avoir des gens qui gardent l'espace accueillant, etc. Beaucoup plus que d'avoir des gens derrière un mur, dans la friture, qui préparent des burgers et que de toute façon personne ne voit et personne ne peut connecter avec eux. La dernière chose que la technologie permet de faire, c'est le same-day delivery. Et alors, petit insight exclusif, est-ce que vous connaissez la société Uber? Alors, Uber vient de lever 250 millions de dollars auprès de Google Venture. Mais il y a un petit aspect du deal qui est passé complètement inaperçu. C'est que Uber a obtenu en fait, de Google cet investissement en échange de l'achat de 35 000 Google Self-Driving Cars. Alors pourquoi Uber achète 35 000 Google Self-Driving Cars? Ce n'est pas pour transporter des passagers. Parce que c'est encore illégal en fait, de transporter des passagers automatiquement. C'est pour lancer le premier service de coursier et de livraison immédiat. Donc la voiture arrive, vous mettez vos courses dedans, ou vous mettez votre colis ou ce que vous voulez faire livrer. Vous tapez l'adresse sur l'écran, le coffre se ferme et la voiture va livrer. Et attend la personne qui débloque avec son téléphone. Donc vous voyez l'expérience intégrée de same-day delivery. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est permis simplement par l'avènement technologique. Il faut comprendre que derrière ces chefs-d'œuvre logistiques comme le same-day delivery d'Amazon aux États-Unis ou celui de Walmart, en fait, il y a des capacités technologiques immenses derrière, d'optimisation, de structuration, de développement, qui sont absolument pas, c'est pas des anecdotiques, je cherchais le mot, qui ne sont pas des anecdotiques, voilà, c'est ça. Et vraiment, c'est assez fascinant de voir ces gens-là développer, parce que la logistique, pendant très longtemps, a été vue comme le royaume en fait, de l'inefficient qu'on essaie de rendre efficient, mais finalement, c'est pas si efficient ça. Et depuis 15 ans, en fait, les logisticiens ont à leur disposition des choses qui étaient inimaginables. Prenons un autre élément de bouleversement retail qui est passé inaperçu, mais qui a tout changé, en fait. Quand vous commandez sur Amazon, est-ce que vous avez remarqué que le carton que vous recevez est toujours exactement à la taille de l'objet que vous avez commandé et qu'il n'y a jamais de carton en trop? C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, en fait, à chaque fois que je commande sur Amazon. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont des robots qui coupent les cartons et qui emballent. C'est des palettes de carton. On parle de plusieurs dizaines de millions d'économies par an en carton pour seulement le marché américain. Je ne sais pas trop pour le marché mondial. Simplement parce qu'ils ne font aucun gaspillage sur le carton. Et en fait, l'autre aspect que la technologie permet dans le retail, c'est que tout le monde sait dans le retail, Phénicien, Auvergnat, même combat, tout le monde le sait, c'est que la seule chose qui compte pour pouvoir garantir des prix bas, parce que les prix bas sont la chose essentielle que tous les clients cherchent, pas la peine de se poser trop de questions. La seule façon, c'est de comprimer et comprimer et comprimer les marges. Et pour comprimer les marges, il faut comprimer ses coûts. Par exemple, je peux vous raconter une anecdote chez Amazon. Si un jour vous avez la chance d'aller visiter le siège d'Amazon, il y a quelque chose de frappant quand on arrive, c'est qu'ils n'ont pas de bureau. Ils ont des tables, en fait, qui sont faits avec des portes. Parce que Jeff Bezos a découvert qu'acheter des portes d'occasion, ça coûtait beaucoup moins cher qu'acheter un bureau et que c'était disponible sur le marché aux puces pour pas cher. Et donc, à chaque fois qu'il y avait un employé qui venait au début d'Amazon, il achetait une porte, il la mettait sur 2 tréteaux et ça faisait un bureau. Et ils l'ont gardé parce qu'ils continuent d'acheter des portes en vrac dans des dépotoirs pour faire les bureaux de leur bureau. Donc, c'est pour vous dire cette espèce de culture du centime qui compte. En plus, en France, on a des très grandes familles dans ce domaine-là. On a la famille Muliez, on a les Leclerc. Derrière Auchan, derrière Carrefour, il n'y a plus de famille, ça se voit d'ailleurs un peu. Mais en fait, c'est des cultures extrêmement fortes. Et c'est des cultures du moindre centime compte. Et d'ailleurs, Jeff Bezos explique très bien cette histoire. Il dit pourquoi c'est très important, alors qu'aujourd'hui, on peut s'offrir des bureaux, de continuer à acheter des portes. Parce qu'à chaque fois qu'un stagiaire arrive et s'assoit sur une porte, il se sent obligé de poser la question « Pourquoi je suis en train de travailler sur une porte ?» Et ça permet à un type de lui expliquer pourquoi
et d'inculquer cette culture du coût. Et ça, c'est un élément culturel qui est fondamental chez eux et qui est donc transmis par une astuce de management, en fait. Vous voyez comme il y a une logique, en fait, extrêmement transcendante dans ce que la technologie permet. Et alors, pourquoi je parlais de technologie et d'enablement par la technologie? C'est qu'aujourd'hui, les consommateurs ont un double effet du prix. C'est que d'un coup, ils vivent toutes les optimisations de back-end, c'est-à-dire qu'on ne voit pas, comme je coupe le carton plus fin, au mieux, je livre le même jour, donc je n'ai pas de coût de stock, etc., etc., etc. Mais surtout, de l'autre côté, il a un pouvoir incroyable qui est la comparaison des prix. Et donc, vous voyez comme tout ça, en fait, est un cheminement technologique qui fait basculer l'ensemble des retailers dans l'ensemble des domaines, excepté le luxe, qui lui a un prix signal, vers, en fait, toujours moins de marge. C'est quand même incroyable de voir qu'Amazon vient encore d'annoncer des pertes. Enfin, c'est une œuvre de charité, en fait. Hein. C'est un truc incroyable. Ils sont à moins de 1,3% de marge, Amazon, en moyenne. C'est pas, on est très loin des 50% de marge d'Apple, hein, sur net. Marge nette, même pas brute. Donc vraiment ça, c'est quelque chose qui, en fait, n'est pas simplement un élément en fait, de culture. C'est en fait c'est une technologie côté consommateur et une technologie côté back-end qui se rencontrent et s'entrechoquent et produisent ce phénomène qui fait qu'aujourd'hui, gagner son pain et son beurre dans le commerce sans être un obsédé du prix et sans être un obsédé de l'efficacité et de l'efficience est devenu impossible. Ça, c'est le premier des grands bouleversements que la technologie a produit. Même les gens qui font du peer-to-peer, c'est-à-dire du retail sans être retailer, je prends les objets de l'un et je les livre à l'autre, même eux, en fait, sont sous la pression logistique que produisent les concurrents qui vendent des choses neuves. Pourquoi aujourd'hui eBay lance eBay Now? Parce que le chiffre d'affaires d'eBay baisse tous les ans à cause d'Amazon. C'était quoi le business model d'eBay pendant très longtemps? Tout est tellement cher, les marges sont tellement importantes dans le retail qu'il y a une opportunité exceptionnelle à vous vendre quelque chose de seconde main. Imaginez un monde où les choses de seconde main coûtent le même prix que les choses de première main parce que les gens ne veulent pas s'en débarrasser si facilement que ça. Et d'un seul coup, vous êtes dans une cata. Votre existence même est remise en cause. Si vous n'arrivez pas à optimiser au point que vous offrez le même service de qualité qui va justifier le fait que le prix reste pas si bas que ça, en fait. Et c'est comme ça que eBay vient de lancer eBay Now, où en fait, ils ont des réseaux d'indépendants qui sont payés à la course. Et alors, ça fonctionne comment? Vous avez une app mobile et puis vous avez une petite notification qui vous dit « Va à telle adresse, chercher telle chose pour l'amener à telle adresse. » Puis vous courez, vous l'amenez. Et si vous arrivez à le faire dans le temps imparti, 1 heure, vous gagnez l'argent. Si vous ne le faites pas, vous n'avez pas l'argent. Bon, heureusement, d'ici qu'ils lancent ça en France. mais vous imaginez le genre de dispositif et le genre de niveau de qualité auquel les consommateurs s'attendent. Et en fait, on est en train de se rendre compte que le bouleversement entrepreneurial et le bouleversement de l'ensemble des sociétés, c'est que comme elles sont dans une compétition effrénée les unes envers les autres, la seule façon pour elles de survivre aujourd'hui, c'est de fournir le plus grand niveau de qualité au plus grand nombre simultanément. Et c'est là où en fait le challenge entrepreneurial est en train de devenir de plus en plus dur et que dans le retail, il se voit de façon beaucoup plus évidente que dans beaucoup de secteurs, c'est qu'on se rend compte que ça devient extrêmement compliqué d'avoir des rentes et de bâtir des positions qui ne sont pas des positions méritées. Amazon, avec ses 1,3% de marge, gagne très bien sa vie. Ils font des dizaines de milliards, donc c'est important. Mais on est très loin de ce qu'ils auraient pu gagner en fondant Walmart il y a 50 ans. Pensez que la famille Walmart, par exemple, a je ne sais pas combien d'héritiers, ils sont tous dans la liste des top 20 des gens les plus riches des États-Unis. Parce que pendant très longtemps, le retail a été une activité extrêmement rentable. Aujourd'hui, la fortune et la richesse de Jeff Bezos par rapport au volume d'affaires qu'il produit est très faible. Est-ce que vous avez une idée de ce que Amazon représente dans le e-commerce aux États-Unis aujourd'hui? Plus de la moitié à lui tout seul. Plus de la moitié à lui tout seul et il vaut à peine 150 milliards. Et je dis à peine 150 milliards parce que c'est énorme en absolu,
Mais relativement par rapport à la position de marché qu'il a, c'est pas grand-chose. Twitter vaut 23 milliards pour 5% du marché du réseau social. Enfin, c'est pas... Et en plus, faut comprendre ce qu'est le marché du réseau social. C'est quand même beaucoup plus compliqué que de comprendre ce qu'est le marché de j'achète un truc à un prix A et je le revends à un prix B. La deuxième tendance, et elle, en fait, elle est directement liée à la première, c'est qu'il y a une caractéristique, en plus de la recherche de la qualité, etc., chez le consommateur, qui est en train de devenir de plus en plus importante. C'est que les gens occupés sont de plus en plus courants. J'ai l'air de dire quelque chose de bizarre, mais en fait, réfléchissons-y un peu. Déjà, il y a eu un grand progrès dans l'humanité qui s'est passé sur les 30 dernières années, c'est que les femmes travaillent. Et mine de rien, ça a changé énormément de choses dans le rapport sociologique aux achats. Pendant très longtemps, c'était le domaine des femmes, ça ne l'est plus. La deuxième chose, c'est que des gens qui travaillent énormément, il y en a de plus en plus. Avant, dans les années 60, les gens qui avaient un travail qui les occupait énormément et qui leur donnait très très peu de disponibilité, ce n'était pas la norme. On est en train d'assister à l'émergence d'une génération qui est caractérisée par deux extrêmes. Soit ils sont workaholiques, ils travaillent 90, 95 heures par semaine, soit ils sont au bord de la plage et ils sont en train de faire le tour du monde. Cette classe du travailleur au milieu, elle est encore présente, mais malheureusement, elle est de moins en moins grosse. Et alors en plus, elle est de moins en moins grosse aussi pour des raisons économiques. La classe moyenne, par exemple, aux États-Unis, est de plus en plus obligée d'avoir 2 emplois pour survivre. Et ça c'est un phénomène qui est nouveau, qui est assez étrange pour les Américains, mais qui est réel. Par exemple, il y a une étude qui a été faite sur les chauffeurs de taxi de nuit à New York, qui montre que 10% d'entre eux ont un boulot dans la journée. Il y a une frange de la population, plus ou moins importante, qui exprime en fait son incapacité à maintenir le même standard de vie, qui a progressé sur les 40 dernières années de façon exponentielle, n'arrive pas à le maintenir de la même façon qu'avant, parce que le travail est de moins en moins disponible, etc. Enfin, on va pas revenir là-dessus. Mais résultat, on est en train de créer en fait un consommateur qui non seulement est très exigeant, mais a une caractéristique extrêmement commune, c'est qu'il a de moins en moins de temps. Et ça, en fait, ça contraint l'ensemble des formes de retail, quelles qu'elles soient. Prenons les fast-food. C'est dans leur nom, il faut aller vite. Le problème, c'est que fast-food se définit surtout par le fait qu'on les mange rapidement, plus qu'on est servi rapidement. Et McDonald's le voit bien, cette menace. Ils le vivent, ils voient bien les benchmarks utilisateurs, etc. McDonald's vient de lancer en France. Alors, McDonald's est une entreprise étonnante parce que son centre d'innovation mondiale, c'est la France. Chaque fois que McDonald's veut tester quelque chose quelque part dans le monde, c'est en France. Je ne sais pas si vous le savez. Mais les McDonald's les plus en avance sur le reste du monde, c'est en France. Et alors McDonald's, en fait, a toute une théorie derrière, c'est très rationnel, disant que les consommateurs français sont parmi les plus compliqués du monde. Si ça marche ici, ça marche partout. Et donc, ils ont cette position. Et donc, McDonald's vient de lancer les premiers mobile to store, où en fait, vous commandez votre menu sur mobile, vous payez par carte bleue, et ça vous détecte sur le GPS, donc ça connaît votre distance à pied ou en voiture, etc. Et ça vous dit quand est-ce que vous devez partir chercher votre repas. Et donc, vous n'avez aucune attente dans le McDonald's, puisqu'au moment où vous arrivez, c'est le moment où c'est prêt, et vous prenez et vous repartez. Donc vous voyez le genre d'optimisation que McDonald's est en train de faire. Et pour permettre ça, en fait, ils sont en train de complètement changer les cuisines. Parce qu'un burger McDonald's doit être servi dans les 4 minutes suivant sa préparation, sinon il est jeté. Et donc, ça suppose que si vous êtes en retard, ou si ça voit que sur le GPS, décidément, vous n'arrivez pas, bah, ils en préparent un deuxième. De toute façon, rassurez-vous, ils font de telles marches qu'ils peuvent en faire 10, en fait. Et mais ça montre, en fait, une volonté de redéfinir l'expérience retail. Je veux dire, McDonald's avait plein de façons de faire du build-up économique. Ils auraient pu se dire, on va augmenter la qualité de nos burgers. C'était tout à fait acceptable. Ou ils auraient pu se dire, on va faire plus de recettes. Non. Leur projet qui va coûter 1,5 milliard pour changer toutes les cuisines dans le monde pour le permettre, c'est de se dire, ce qui compte le plus dans cette génération, c'est que les types n'attendent pas.
peuvent pas supporter 10 minutes d'attente de leur burger. Ils risquent d'aller manger un falafel à côté. Donc surtout, il faut empêcher ce crétin de falafel. Et d'ailleurs, c'est à cause de la menace du kebab qu'ils font ça, parce que le kebab est plus rapide en moyenne à être servi que le McDo. Non, mais vraiment, il faut lire l'étude. Je la posterai en ligne sur le site des Barbares. On va lancer un nouveau site où on postera toute la documentation. Et je vous posterai l'étude, elle est vraiment très drôle. Et en fait, aux États-Unis, vous avez la moitié des gens qui déclarent que le problème est devenu un problème de temps plutôt qu'un problème d'argent. C'est-à-dire qu'entre les deux, leur problème le plus important, c'est le problème de temps. Et en fait, si vous regardez d'un point de vue stratégique, si vous vous concentrez sur les gens qui ont un problème d'argent plutôt qu'un problème de temps, de toute façon, ils sont fondamentalement moins intéressants, en fait, comme segment clientèle. Parce que structurellement, ils ont plutôt un problème d'argent que de temps. Et donc, en fait, l'ensemble de l'expérience retail est en train d'être bouleversé par des gens qui, grâce à leur capacité technologique, peuvent fournir des expériences d'instantanéité. Et alors, j'insiste là-dessus parce que, en fait, on ne se rend pas compte à quel point McDonald's est en train de devenir, avec cette transformation, une société technologique. Les gens qui sont en train de mettre au point cette expérience du Web to Store, on parle de vrais hackers. On ne parle pas des types qui étaient dans les McDo il y a 25 ans et qui faisaient tourner les restaurants. On parle d'ingénieurs qui sont capables de vous dire… Alors, par exemple, je ne sais pas si vous savez comment sont fabriquées les frites. Désolé, je digresse, mais ça m'a fasciné cette histoire. Les frites dans un McDo sont fabriquées en pulvérisant des pommes de terre à plus de 200 km/h sur des grilles. Et donc, les pommes de terre vont tellement vite qu'elles passent et elles se coupent, en fait. Et elles sont lavées en même temps, juste après avoir été épluchées. Et en fait, ils se sont rendus compte que ce process était très efficient en termes de quantité, mais pas de rapidité. Et donc, ils sont en train de les transformer par des hachoirs à pommes de terre. Et donc, les pommes de terre passeront sur un tapis, donc ce sera beaucoup plus continu comme process. Vous ne créerez pas des quantités de pommes de terre au préalable, parce que là, aujourd'hui, ils fabriquent des kilos de frites qui cuisent après. Là, elles seront cuites de façon fraîche immédiatement, en fait. Mais pourquoi? Parce que c'est même pas une histoire de qualité, en fait. C'est véritablement une histoire de gain de temps à la moindre minute. Parce que cuire un stock de frites, en fait, ça prend plus de temps que cuire les portions en continu. Ça doit être un boulot génial. Si je ne faisais pas ce family, je révolutionnerais des McDo. L'autre élément, et alors ça, c'est à mon avis, c'est un peu la préhistoire. En fait, ça, c'est la préhistoire technologique d'un phénomène beaucoup plus large. C'est l'émergence des services de conciergerie. Alors, toutes les banques offrent ça aujourd'hui à leurs clients premium, et d'ailleurs pas si premium que ça. Juste un chiffre, la Visa Infinite, il y avait 3000 porteurs il y a 10 ans en France. Il y en a 35 000 aujourd'hui. Et ils comptent en donner 250 000 d'ici les 5 ans qui viennent. Donc leur définition du premium en fait, dans les banques est en train de changer. Et quelle est la caractéristique de ces cartes-là? C'est qu'elles ont un service de conciergerie gratuit qui est associé, qui permet de rendre plein de services. Et alors, ça, c'est le haut du panier. Et ensuite, quand vous dégradez, vous avez l'émergence de la conciergerie d'entreprise, vous avez l'émergence des conciergeries pour particuliers, vous avez l'émergence des conciergeries spécialisées. Par exemple, je sais pas, vous avez besoin de faire promener votre chien, maintenant il y a des conciergeries spécialisées là-dedans. D'aller chercher votre linge, il y a des gens spécialisés là-dedans, etc. Mais en fait, si on regarde en termes de structuration de marché, qu'est-ce que c'est ces conciergeries? Ces conciergeries, en fait, répondent à un problème qui est que les gens ne veulent pas perdre de temps. Donc, comme les process ne sont pas efficients, on va confier à quelqu'un le fait de perdre son temps pour soi et on va lui payer un temps passé. Voilà comment on peut voir la conciergerie au sens le plus strict et économique qui soit. Maintenant, si l'ensemble des services d'un seul coup vivent une optimisation les uns après les autres, l'un des grands sujets pour les concierges, c'est d'acheter des places de concert. Parce que acheter des places de concert aujourd'hui, en fait, c'est compliqué, mine de rien. Elles partent très vite après l'ouverture, etc. Vous ne pouvez pas les payer en avance, blablabla, blablabla. Ça, c'est un problème temporaire. Il y a bien un type qui va venir par finir mettre un système d'enchères pour les ventes de concerts. Les compagnies aériennes l'ont fait. C'est un peu comme si, en fait, pour prendre l'avion, vous aviez un type qui allait attendre à votre place dans la compagnie pour être sûr de réserver votre siège et qu'attendait que vous arriviez pour pouvoir monter dans l'avion. On a créé le yield management dans les avions pour vendre au bon prix en fonction de l'offre et de la demande. Aujourd'hui, aucun concert dans le monde n'est vendu en yield management, ce qui est absurde. Mais il y a bien un type qui va se réveiller à un moment et se dire « Ah, c'est incroyable, il y a une opportunité, je vais pouvoir appliquer ce qu'on a fait dans l'industrie aviation
dans le spectacle. Et en fait, le jour où tous ces phénomènes auront eu lieu les uns après les autres, bah, en fait, les concierges ne serviront plus à grand-chose. Et ça, c'est typiquement, pour moi, des barbares de transition. C'est qu'en fait, ils vont résoudre un problème que tout le monde a parce qu'il est source d'une inefficacité et d'une absence technologique. Mais le jour où la technologie vient et s'empare de l'industrie, leur existence même est remise en cause. Ça, c'est un autre service complètement absurde que j'ai trouvé. Je vous donnerai le nom de la société en Angleterre qui fait ça. Alors, je vous explique le pitch. Pour 100 pounds, quand même, c'est anglais, hein. Pour 100 pounds, il y a quelqu'un qui vient prendre vos valises chez vous, qui va faire la queue à l'aéroport pour les enregistrer, qui les enregistre. Vous arrivez, vous prenez votre avion en boarding, donc sans attendre pour mettre vos bagages. Vous montez dans l'avion et quand vous arrivez là-bas, il y a un correspondant local qui attend vos valises et qui vous les amène à l'hôtel. Pourquoi? Parce que les deux sources d'attente aujourd'hui dans un avion sont l'enregistrement des bagages et la réception des bagages arrivés. C'est pour ça que tous les gens qui font des voyages d'affaires prennent des valises directement en cabine. Si vous voulez repérer un type qui voyage plus d'une fois par semaine, vous repérez le seul type qui a sa valise en cabine, parce que les types savent très bien que c'est insupportable. Enfin, et alors pareil, pourquoi aujourd'hui les bagages, etc., c'est tellement long? C'est à cause d'absence de capacité technologique dans les logistiques d'aéroports. Singapour, par exemple, maintenant, a installé des nouveaux systèmes de bagages. Vous attendez 15 minutes, montre en main. Et pour mettre le check-in des bagages, vous avez des couloirs, vous les passez sur des tapis avec votre étiquette et c'est réglé. Vous n'avez pas besoin de passer au guichet, etc., de les enregistrer ou même d'aller faire la queue pour le mettre sur votre truc. C'est des grands tapis. Et donc, il y a moins de 10 minutes d'attente à l'aller, moins de 10 minutes à la sortie. Bah, ce service-là disparaît immédiatement le jour où l'aéroport de Londres décide d'investir. Alors forcément, l'aéroport de Londres, est-ce qu'il va investir aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans? C'est forcément des infrastructures lourdes. Il ne faut pas croire que tout ça va émerger en fait, d'un coup sur un coup de baguette magique. Mais la vérité, c'est que les capacités technologiques pour permettre ce genre de transformation sont déjà là et elles sont déjà présentes. C'est marrant, d'un seul coup, on se rend compte que tous ces services-là sont très anglais. City Servant, en fait, c'est une app où vous pouvez vraiment demander tout ce que vous voulez. Mais vraiment à un point où en fait, il fait ce qu'il vous voulez. Il va chercher votre bagel, il va faire des courses pour vous, etc. Et tout se fait sur une app en fait, où vous expliquez ce que vous voulez, comment vous le voulez, etc. Et des types à vélo vont le faire. Et alors ça, c'est une redéfinition de l'expérience retail qui est extrêmement importante parce que d'un seul coup, l'ensemble des retailers et l'ensemble des services que vous pouvez commander dans cette app ne sont en fait qu'un back-end pour cette app. Parce que tous ces retailers sont en train de perdre la main sur la relation client. Alors pourquoi c'est un danger? Imaginons, faisons un peu de science-fiction. Imaginons que City Servant devienne un phénomène en Angleterre. Là ça doit être 10 000 utilisateurs ou 20 000 utilisateurs. Pas... Enfin, vous avez vu la tête de l'app en plus. On est aux prémices. Je la trouve très intéressante. S'il y avait une boîte dans laquelle je devais investir en ce moment, ce serait une boîte dans ce genre-là. Imaginons qu'ils deviennent dominants et que vous pouvez venir dessus et commander votre bagel et que vous ne précisez pas quel restaurant de bagel vous pouvez. Bah, d'un seul coup, il a un pouvoir énorme à réorienter les achats sur le retailer de son choix. Et en fait, il y a quelque chose à comprendre dans la chaîne de valeur numérique, c'est que la valeur est toujours chez celui qui maîtrise la relation intime avec le client. Et en fait, c'est une sorte de lutte, c'est un peu comme Game of Thrones. Il y a un trône, c'est la relation intime avec les clients, et ils se battent tous pour l'avoir. Et de temps en temps, il y a un nouveau qui arrive par là et qui arrive à créer en fait une sorte d'intermédiaire là où il n'y en avait pas. Et pourquoi il y a un intermédiaire? Parce qu'il y a un service qui n'existait pas avant, qui est offert et qui apporte de la valeur. Et c'est quoi ce service? C'est le fait que les gens, même malgré une disponibilité de capital réelle, ont une disponibilité de temps réduite. Et d'un seul coup, l'ensemble de la chaîne de valeur se redéfinit en créant en fait un nouveau gatekeeper dans le retail offline qui est City Servant ou un autre. Enfin, on verra bien qui gagne. D'ailleurs, j'espère pour eux que Amazon ne va pas se lancer sur ce genre de choses. Mais c'est là en fait où c'est très très intéressant de voir la transformation retail. C'est qu'en fait l'ensemble des mouvements de la transformation retail sont toujours avec le même objectif, celui de maîtriser la relation intime avec le client. Reprenons Amazon. Vous allez voir, Amazon, ça va être notre lubie de la soirée. Parce
Ils sont uniques. Quelle est la différence entre Amazon et l'ensemble des autres sites de e-commerce? Il y en a une fondamentale. C'est qu'Amazon a des clients et pas les autres. Qu'est-ce que ça veut dire des clients? Ça ne veut pas dire des gens qui viennent acheter. Ce n'est pas ça un client. Un client, c'est quelqu'un qui vient acheter et qui revient régulièrement. Qui est aujourd'hui le portail de l'achat en ligne? C'est Amazon. Tous les autres sites de e-commerce, c'est Google. Parce que l'ensemble des autres sites de e-commerce, vous les trouvez à travers Google et vous passez comme des mercenaires de l'un à l'autre sans aucun lien et sans aucun privilège. Aujourd'hui, tous les sites de e-commerce du monde, pratiquement qui n'ont pas de communauté, sont en train de mourir sous les coûts d'acquisition client. Le coût d'acquisition client, c'est quoi? C'est AdWords. C'est-à-dire que non seulement les types ont réussi à capter 80% du marché de la pub de la presse, mais maintenant, en fait, ils sont en train de créer la première taxe sur la vente en ligne. Ils sont en train de dire aux gens, comme vous n'êtes pas capable de créer du lien intime avec les clients et que moi, j'ai un lien intime énorme parce que je suis le gatekeeper du retail online, vous allez raquer à chaque fois que vous allez avoir un type qui veut venir chez vous et il va falloir raquer très cher, et il va falloir comprimer votre marge à minima pour me laisser un maximum de la marge. Et si vous regardez le prix moyen du clic dans la plupart des domaines de retail, vous seriez effaré. Aujourd'hui, le coût d'acquisition moyen sur un site de e-commerce d'un client en France, c'est 25 €. Et 25 €, vous n'avez pas la garantie qu'il achète. Et donc, vous imaginez le niveau de marge que vous devez faire. Si le type vient et fait une commande à 3 ou 4 € de marge, vous la sentez passer la commande. Et alors, pourquoi vous le faites? Parce que vous vous dites, bon, je suis en train de fidéliser ma clientèle. Ha, 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 la bonne blague. Les seuls qui arrivent à fidéliser et à maîtriser cette relation, c'est Amazon. Et autant il y a un Amazon de l'online, il n'y a toujours pas un Amazon du offline. Parce que qu'est-ce qui se passe si tout le monde veut son expérience retail aussi fascinante qu'en ligne, même avec un service de proximité? Soit Amazon va réussir le same-day delivery et vraiment déployer. Amazon vient d'investir 40 milliards d'euros, 40 milliards, pour créer des entrepôts same-day delivery dans 20 villes des États-Unis pertinentes. C'est du niveau d'infrastructure d'État, ça, en fait. Ils sont en train de créer des infrastructures dignes d'un État à l'intérieur de l'État américain. 40 milliards, même rien que l'échelle me dépasse, quoi. Et sans endettement. Ils le font à capital. Et alors, pour finir sur cette tendance, il y a un autre élément qui est assez fascinant, qui est une preuve, en fait, s'il en fallait une, de l'omniprésence de ce souci, en fait, de retail, qui est en train de dominer la transformation retail, qui est le fait que les gens ont de moins en moins de temps, c'est l'explosion de la littérature de life hacking. Alors, c'est quoi le life hacking? C'est tous ces gens qui essaient de tout optimiser. Ils essaient d'optimiser leurs achats. Vous tombez sur ce genre d'article, How to get reduced price and save money when shopping on Amazon. Get ready for Thanksgiving this weekend. Test clean addictive that will actually make your dishes look new, etc., etc. Et il y a une explosion de la tendance du life hacking qui est extraordinaire, qui touche beaucoup plus que ne touchait la niche des life hackers il y a 10 ans. Par exemple, life hackers, leur segment client en croissance la plus importante, c'est la ménagère américaine de plus de 35 ans. Ça, c'est leur segment dominant. C'est plus life hacker, il y a 3 ans, c'était entre 18 et 25 ans qui avaient 3 ordinateurs à la maison. C'était ça leur segment de marché. Et cette littérature-là est en train de vivre une transformation profonde parce que les gens essayent de tout optimiser en fait dans leur vie. Alors, la troisième grande tendance du retail, et qui est une tendance dominante qui s'applique à tous les domaines du retail, que ce soit la restauration, la vente, le commerce, tout ce que vous voulez, c'est que pour la première fois, la personnalisation est devenue une demande massive. Et ça, c'est très bizarre. Qu'est-ce que c'était pendant très longtemps la personnalisation? Pendant très longtemps, la personnalisation, c'était la marque du luxe. C'était l'un des critères distinctifs du luxe. C'est j'achète mon panier en osier fait par Hermès qui a été gravé à la main pour moi et il y a un type qui a passé 3 ans à le fabriquer. Et le fait de l'attendre participer à l'acte d'achat, en fait.
C'est une expérience. Et en fait, aujourd'hui, en fait, la personnalisation, c'est quelque chose qui est en train de dominer tout ce qui ne se loue pas. Alors, je vais faire une distinction de marché. Il y a un ami à moi qui m'a fait une plaisanterie récemment et qui me disait, en regardant les startups de The Family, il me dit « J'ai l'impression que l'acte d'achat était un accident de l'histoire ». Sous-entendu, c'est à se demander si la seule obsession des entrepreneurs aujourd'hui, c'est pas de transformer un truc qui s'achetait avant en un truc qui se loue aujourd'hui. Et ça, c'est vrai. Il y a de plus en plus de choses auxquelles on est de moins en moins attaché. La voiture ne s'achète plus, elle se loue. Le vélo, il ne s'achète plus, il se loue. La maison ne s'achète plus, elle se loue. Et il y a un autre ami, on a plein d'amis drôles ici, qui nous a fait une plaisanterie, qui nous a dit « Avant, un milliardaire était fier du nombre de maisons qu'il avait à travers le monde. Aujourd'hui, un milliardaire est fier de vous expliquer qu'il n'en a plus une seule. » Et ça, c'est le bouleversement du rapport à la propriété. C'est qu'aujourd'hui, le vrai luxe et la vraie richesse, c'est de n'être attaché à rien. Et c'est cette forme de SDF version luxe qui est capable de passer de pays en pays, de voyager, etc. Et en fait, il y a un certain nombre de choses donc, qui s'achètent, mais pour tout le reste, en fait, de plus en plus, on cherche ce qui nous correspond à nous de façon intime. Que ce soit en termes d'expérience, que ce soit en termes de disponibilité, que ce soit en termes d'objets, de matière, etc. On veut se distinguer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce n'est pas quelque chose qui se loue, donc ce n'est pas quelque chose de fonctionnel, on a besoin de ressentir l'expérience de façon intime. Et ça, c'est quelque chose de dominant, en fait, en ce moment, dans l'expérience qu'on a du retail. Alors, un petit exemple, YouFind, c'est une petite app, en fait, qui permet à un commerçant de savoir où passe le plus de temps le consommateur en question pour pouvoir lui donner des trucs et astuces qui vont l'intéresser. Donc, si vous passez plein de temps au rayon picole, bah, il pourra vous dire ah, vous savez qu'il y a telle bouteille en promo, je ne sais pas quoi. Et alors, en fait, moi, ça me fait beaucoup rire, toutes ces technos, parce que j'ai l'impression qu'ils veulent numériser mes oncles. Moi, toute ma famille est commerçant, et il y a un truc qui me fascine chez ces gens-là, c'est qu'ils connaissent tous leurs clients par leur prénom. Mais tous. Et les gens viennent là, alors que c'est 3 fois plus cher qu'ailleurs. Parce qu'ils sont attachés à ces types, quoi. Et c'est une expérience marrante. Vous avez un type, il vous connaît, il sait ce que vos enfants sont, est-ce qu'ils sont malades, est-ce qu'ils travaillent bien à l'école, est-ce qu'ils travaillent mal à l'école, est-ce que vous êtes heureux avec votre femme, est-ce que vous n'êtes pas heureux avec votre femme. Enfin, ils savent tout. Et ils sont capables de le transmettre, de le raconter, etc. Et donc, ça change complètement l'expérience. Et le problème, c'est que ces types n'ont jamais pu scaler. À chaque fois qu'ils ont ouvert une deuxième boutique, la deuxième boutique a fait faillite et ils n'ont pas compris. Ils se sont dit, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Et ils ne se sont pas rendus compte qu'en fait, ils étaient un élément en fait, de l'ADN de l'expérience des gens. Et en fait, toutes ces apps permettent à n'importe qui d'avoir ce genre de comportement. Starbucks, par exemple, force la relation client. Alors, il y a un seul pays au monde où ça ne marche pas, c'est la France. Donc, vous ne pouvez pas vraiment le voir. Mais si vous allez dans d'autres pays qui respectent les process Starbucks, bah, vous verrez qu'au Starbucks, ils sourient toujours de la même façon. Et ils vous posent toujours une question sur votre journée. Ils vous demandent toujours si vous voulez rajouter tel mocha ou tel truc de telle façon. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des process extrêmement rythmés où Starbucks a testé des phrases clés et s'est rendu compte que si le type est habillé en cravate, il faut lui dire telle phrase et ça vend tel shot d'espresso. Que si le type, s'il pleut dehors, vaut mieux favoriser tel produit, etc. Et tous les matins, ils ont le fameux guideline de comment vendre aujourd'hui pour personnaliser l'expérience à ce qui se passe dehors. Et alors, d'ailleurs, le dirigeant de Starbucks raconte avec beaucoup d'humour le lancement en France de Starbucks, où il dit que les types ont balancé par-dessus le truc et ils ont quand même fait la gueule derrière le comptoir. Mais au début, il luttait, après il s'est dit en fait, si ça se trouve, c'est ce que les consommateurs veulent, sinon ça ne tiendrait pas. Mais sinon, dans les autres pays de Starbucks, c'est comme ça que ça se passe. Alors, la personnalisation, c'est aussi quelque chose qui se passe en ligne. Aujourd'hui, quand vous allez sur Amazon, quand vous allez sur Netflix, quand vous allez sur Kindle Store, quand vous allez sur tout ce que vous voulez, plus personne ne voit le même site que les autres. Un chiffre délirant, aujourd'hui,
vous avez 70 000 expériences différentes possibles d'Amazon.com en fonction de plein de choses. Par exemple, c'est des exemples très bêtes et très caricaturaux de ce que fait Amazon. Mais si par exemple, vous êtes grands-parents, et alors Amazon le découvre vous savez comment Amazon découvre si vous êtes grands-parents ou pas? C'est pour vous montrer comment ces gens raisonnent. C'est quand même fascinant d'être dans leur tête. À un moment ou à un autre, ils vous demandent votre date de naissance dans le process d'achat. Donc, ils connaissent votre âge. Dès qu'ils détectent que vous avez plus d'un certain âge, ils vous mettent une pop-up vous proposant d'envoyer un code réduction à vos petits-enfants. Si vous ignorez plus d'un certain nombre de fois, ils considèrent que vous n'avez pas de petits-enfants, ou du moins que vous vous en fichez, ce qui, de leur point de vue, est la même chose. Si par contre, vous invitez vos petits-enfants, non seulement ils savent combien vous avez de petits-enfants, si c'est des filles ou des garçons en fonction du nom dans l'email, ils n'ont pas besoin de vous demander parce qu'ils ont un matching et sinon ils ont un déterminé. Et ça leur permet de faire une segmentation pour pouvoir pousser le bon code réduc à la bonne période pour produire le bon acte d'achat. Maintenant, vous faites ça fois quelque chose comme 300 personnes, fois quelque chose comme 50 000 segments, et ça vous donne une infrastructure complètement délirante de la personnalisation. Un exemple de l'expérience Amazon de personnalisation, à un moment, ils se sont rendus compte que le dynamic pricing marchait d'enfer. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que les gens étaient prêts à acheter plus cher des choses que d'autres personnes. Et donc vendre les choses à des prix différents. Et ils l'ont arrêté. Pourquoi? Alors que c'était très intéressant financièrement pour eux. C'est tout simplement parce que ça réduisait leur capacité de personnalisation de l'expérience. Parce que d'un seul coup, il ne fallait pas que les gens communiquent. Parce qu'il ne fallait pas qu'ils racontent aux autres. Donc il fallait enlever des features. Et comme ça allait contre la mission de long terme d'Amazon, qui est le bien-être des consommateurs, ils ont supprimé ces features qui étaient des features de rentabilité à court terme. C'est des sociétés qui en plus ont vraiment un sens de la mission extrêmement profond. Aujourd'hui, l'algorithme de personnalisation représente à lui tout seul un tiers des ventes d'Amazon. Un tiers des ventes d'Amazon, c'est comme chez l'épicier du coin, vous êtes rentré pour acheter A et vous êtes reparti avec ABC. Quel e-commerçant aujourd'hui est capable de faire ça? C'est les seuls. Je ne sais pas si vous connaissez, vous, des sites où vous allez acheter de façon spontanée des choses que vous n'avez pas décidé d'acheter avant d'aller dans le site, mais il n'y en a pas beaucoup, en fait. Et ça, Amazon a cette capacité. Et elle vient d'où, d'ailleurs, cette capacité? Elle vient de chez Walmart. Walmart a inventé les couloirs gondoles. Comment ils font? Ils mettent au bout d'un couloir un produit en gondole qui est 10 fois moins cher qu'à la concurrence, qui est même vendu à perte parce que c'est autorisé aux États-Unis de vendre à perte. Et pourquoi? Parce que le but du jeu, c'est de vous faire rentrer dans le rayon. Et une fois que vous êtes rentré dans le rayon, vous achetez plein de trucs auxquels vous n'aviez pas pensé. Et qui sont vendus, eux, plus cher qu'ils ne sont vendus à la concurrence. Et comme ça, vous avez un cycle extrêmement positif de gondoles. Vous arrivez au bout, il y a une nouvelle gondole, et vous recommencez. Un type qui rentre chez Walmart dépense 60% de plus que ce qu'il avait prévu, en moyenne. Et ça, en fait, Amazon a réussi à le numériser. Et alors, le phénomène de la personnalisation, en fait, c'est un phénomène qui a deux choses, qui est d'abord un phénomène de recommandation, mais qui est également un phénomène d'inspiration. Par exemple, Goodreads, c'est quoi le problème numéro 1 de tout lecteur avide? C'est qu'il ne sait pas quoi lire après avoir lu quelque chose. À part en parler et rester toujours dans le même cercle de choses qu'il connaît. Et Goodreads s'est fait racheter par Amazon pour 1,6 milliard. C'est combien le revenu de Goodreads quand ils se sont fait racheter? 0 $. Pourquoi? Parce que c'est la plus grande base de données au monde de préférences de lecteurs et de chemin de préférence de lecteurs. Si tu aimes ça, alors tu aimes ça parce que tu as parlé de ça. Et ça, pour Goodreads, ça n'a aucune valeur. Injecté dans l'infrastructure Amazon, d'un seul coup, c'est une mine d'or. Parce qu'ils savent exactement comment targeter qui et de quelle façon. Sans avoir besoin. Ce qui est incroyable chez Amazon, c'est que dis-moi ce que tu achètes, je te dirai qui tu es. C'est les gens qui l'ont le plus appliqué, en fait, ce proverbe grec. Alors, un petit fantasme sur le custom et la personnalisation, parce qu'on ne peut pas faire un Barbara Pack sans parler de 3D printing, c'est qu'à un moment ou un autre, il y a plein de gens qui se disent quand même, la vision ultime de la personnalisation, c'est que vous achetez sur Amazon et vous imprimez à la maison. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais depuis hier, Retour vers le futur 2, c'était aujourd'hui. Et oui, la date, c'est le 27 novembre 2013. Donc, c'est hier, on vient de passer Retour vers le futur. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Retour vers le futur 2, il y a cette imprimante à pizza où vous mettez une toute petite pizza et elle devient géante. Et alors,
3 enseignements à ça. Un, Hollywood est super mauvais à prédire l'avenir. Vraiment raté pour le coup, on l'attend toujours le skateboard. Le rêve en fait est vraiment ancien de pouvoir imprimer à la maison, etc. Alors est-ce que l'impression 3D va pouvoir le faire ou pas? De toute façon, à chaque fois que j'ai dit qu'un truc était impossible, je suis passé pour un idiot. Alors maintenant j'ai arrêté de dire si c'était possible ou pas, je vous le signale. Et la troisième chose, c'est que ça nous interroge vraiment sur quelle va être l'expérience en fait de la fourniture du retail à l'avenir pour beaucoup de produits et beaucoup de biens. C'est-à-dire que si on n'a plus besoin de se faire livrer des choses fabriquées en Chine, parce que c'est moins cher de les fabriquer là-bas, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur la transformation industrielle? Parce que le retail, en fait, c'est quoi? En fait, le retail, ce n'est que l'expression finale d'un processus d'industrialisation. On ne peut pas comprendre l'émergence des supermarchés si on ne comprend pas la révolution industrielle. On ne peut pas comprendre l'émergence du e-commerce si on ne comprend pas la transformation sociale profonde du monde, qui est que les gens cherchent efficacité et gain de temps beaucoup plus que prix, etc., etc. Alors, le e-commerce continue à grossir. L'année dernière, le e-commerce a passé aux États-Unis la barre symbolique des 50-50. C'est-à-dire que 50% du commerce s'est fait hors ligne et 50% du commerce s'est fait en ligne. L'année 2012 a été l'année de l'équilibre. Et l'année 2013 va être la première année où le e-commerce fera plus que le commerce offline. Alors, un petit cas très intéressant dont je parle souvent, qui est le cas Walmart. Walmart voit Amazon arriver de plein fouet, ils s'inquiètent. C'est des gens qui veulent préserver leur position et qui sont assez obsédés par leur domination. Et donc, Walmart a décidé de prendre parti pris pour l'innovation de façon radicale en rachetant des centaines de startups dans le retail, plus ou moins n'importe comment, en les injectant dans la structure à tous les niveaux et à tous les niveaux hiérarchiques. Ils ont acheté En fait, plus la boîte était chère et plus vous étiez nommé haut dans la hiérarchie chez Walmart. C'était la règle. Et ils ont laissé les types s'entretuer pendant 2 ans. Et ils ont vu qui a réussi et qui n'a pas réussi. Et aujourd'hui, ils ont une équipe d'élite qui est en train d'innover à la vitesse d'Amazon. Et alors, Walmart vient de lancer un service moi, qui m'interroge tous les jours. C'est qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient faire leurs courses à Walmart et qui s'ennuyaient. Et ces gens qui s'ennuient, ils adorent rendre des services à la communauté. Et donc, Walmart leur fait livrer pour les voisins les courses, gratuitement. Sans les payer. Ils leur donnent des bons de réduction. Ils adorent les bons de réduction. Donc aujourd'hui, Walmart a trouvé ce mécanisme incroyable. Et ce qui fait qu'ils vont pouvoir, sans investir 40 milliards en logistique et en entrepôt, pouvoir lancer un concurrent à Amazon Same-Day Delivery. Et d'un seul coup, en fait, l'infrastructure de Walmart devient une opportunité. Alors, l'autre révolution en fait, assez intéressante dans le retail, c'est l'émergence des marketplaces. Amazon, ce n'est pas simplement un site de e-commerce qui achète des produits et qui les vend. C'est aussi un site de e-commerce où n'importe qui peut venir vendre quelque chose et auquel Amazon met à disposition son infrastructure logistique. Et ça, c'est extraordinaire. Alors déjà, pour qu'un type décide de se cannibaliser lui-même à ce niveau-là, il fallait avoir un courage complètement dingue. Il a failli se faire virer par son board au lancement de la marketplace. Une histoire assez connue. Quand vous imaginez, bonjour, vous venez d'investir 60 milliards à perte dans Amazon. Je vous en remercie beaucoup. Je suis très très content pour ce que vous avez fait. Et d'ailleurs, je viens de vous annoncer, on va perdre 50% de nos revenus parce que en fait, on va les ouvrir à n'importe qui et n'importe qui va pouvoir venir nous faire concurrence chez nous. Et donc, on ne sera plus forcément en fait, les gens les moins chers. Et en fait, c'est une révolution culturelle incroyable, mais qui a eu plein d'impacts. Le premier impact, c'est que ça a forcé Amazon à être discipliné pour toujours être le moins cher. C'est déjà pas mal, quand vous êtes PDG d'une boîte, de trouver une raison extérieure de motiver les gens qui travaillent pour vous, plutôt qu'une raison intérieure. Donc, il a créé de lui-même, en fait, le mouvement de concurrence. La deuxième chose que ça a fait, c'est que ça a permis, en fait, à Amazon de gérer sa logistique et ses rendements entre produits à faible volume d'achat et produits à fort volume d'achat. C'est-à-dire que plus un produit est à fort volume d'achat, plus il va le stocker lui-même et le refourguer lui-même. Et plus il est à faible volume d'achat, plus il laissera les types
prendre ses coûts à leur charge, etc. Et en fait, Amazon, c'est le Seigneur des Anneaux version startup. C'est un anneau pour les gouverner tous. C'est vraiment ça, c'est qu'ils ont vraiment trouvé le Graal, en fait, pour avoir l'ensemble du e-commerce qui a lieu chez eux et se rendre compte quels produits marchent le mieux pour pouvoir les acheter en volume. Parce que comment ils font pour être moins chers? Par exemple, il y a un cas très connu, la PlayStation 4. La PlayStation 4 se lance avec une demande des fans extraordinaire. Amazon a acheté 80% des PS4 qui vont être vendus aux États-Unis lui-même dans ses entrepôts. Et d'ailleurs, ils ont publié sur Twitter pour les fans les photos des entrepôts remplis de PS4 sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. Et ils ont asséché le marché. Et alors, vous imaginez que quand vous avez quelqu'un qui vient et qui fait un chèque à Sony d'un seul coup, même Sony renie ses marges en fait. C'est juste inespéré en termes de cash flow. Le cash flow dans le retail, c'est la guerre, parce que comme vous fabriquez des choses, vous avez besoin d'argent pour acheter, vous avez besoin de BFR. Toute personne qui vous propose de transformer un BFR négatif, un besoin en fonds de roulement négatif, en besoin en fonds de roulement positif, vous lui offrez ce qu'il veut. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, Amazon, avec le lancement de la PS4, va gagner en fait 10 fois ce que Sony va gagner. En fait. C'est assez extraordinaire. Et ils sont capables de coûts comme ça sur des produits beaucoup moins connus. Par exemple, ils se sont rendus compte de l'émergence du thé glacé aux États-Unis, avant tout le monde. Parce qu'ils ont vu sur la marketplace de plus en plus de types de thé glacé bio se faire vendre. Ils ont racheté tous les stocks de thé glacé d'un coup pour les refourguer avec des marges élevées. En fait, la marketplace est pour eux une source d'information extraordinaire, quel que soit en fait le coût de concurrence que ça représente. Et alors, l'autre point, c'est que qu'est-ce que Amazon a permis? C'est qu'Amazon a permis à tous les gens qui sont au fin fond de je ne sais pas où d'avoir une renaissance. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez la librairie Shakespeare à Paris. C'est une librairie où il y a des livres anciens anglais. Shakespeare était sur le point de mourir et ils ont été sauvés par Amazon. Alors c'est marrant pour un libraire. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont capables de refourguer les livres rares qu'ils trouvent sur Amazon beaucoup plus facilement qu'en boutique, parce que c'est des gens dans toute la France qui en achètent. Donc Amazon a non seulement, avec sa marketplace, un impact sur le marché en ligne du commerce, mais a surtout un impact sur le marché hors ligne. Et ça, en fait, c'est l'autre grande tendance de la personnalisation. C'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du type là, qui fabrique des souliers sur mesure et qui sont vendus à travers le monde. Pourquoi ces souliers sont vendus à travers le monde? Pour une raison très simple, c'est que son savoir-faire avant n'était accessible que par des distributeurs. Comme maintenant, il peut avoir accès au client final directement, en ligne, il est capable de créer une expérience intégrée. Et ça, c'est quelque chose qui fait dire à ce bonhomme-là, Marc Andreessen, qui est l'inventeur de Netscape et le fondateur de la première société de cloud et le créateur d'Andreessen Horowitz, qui est sans doute le fonds de VC le plus extraordinaire de la planète, que le retail est mort, que c'est fini, c'est enterré, que les magasins vont disparaître, que ça ne sert à rien et que tout va passer en ligne. Et en fait, Marc Andreessen, à mon avis, sur ce coup-là, est victime d'une petite hallucination parce qu'il a oublié quelque chose. Et en fait, quand on vit dans la Silicon Valley, on comprend pourquoi il l'a oublié. Parce que la Silicon Valley, c'est l'endroit sur Terre où tous les gens ont en version extrême toutes les caractéristiques que je vous ai citées avant. Disponibilité d'argent, pas beaucoup de temps, pas de famille, une prédisposition à la customisation telle qu'ils veulent absolument le produit machin, produit par... et donc produit dans l'Iowa par un type qui a une photo de lui cool sur Tumblr, etc. Et en fait, il oublie quelque chose, c'est que le monde du retail s'est profondément transformé par le numérique et qu'il y a plein de gens qui ont attendu personne pour révolutionner l'expérience. Prenons une vieille maison, Burberry. Burberry, c'est extraordinaire parce que d'ailleurs, la PDG de Burberry vient d'être nommée Head of Retail chez Apple. Apple a reconnu qu'effectivement, elle avait compris quelque chose mieux que personne. Et si vous allez dans une boutique Burberry à Londres, vous verrez, vous passez un moment extraordinaire. Alors, tout a été changé. Il n'y a plus de caisse. Le paiement se fait directement là où vous êtes par le vendeur. Il y a des écrans géants qui passent de la bonne musique. Vous avez des miroirs qui vous amincissent dans... Alors ça, c'est une histoire drôle de Burberry. Burberry a testé des types de miroirs dans les cabines pour voir l'impact sur les ventes.
et a découvert que les miroirs amincissants explosaient les ventes. Et en fait, Burberry, aujourd'hui, a une expérience Web to Store extraordinaire. Donc, vous pouvez réserver des choses et aller les chercher. Vous pouvez faire des cadeaux à des amis. Aujourd'hui, dans un Burberry, vous pouvez dire que vous voulez faire un cadeau à un ami, rentrer son nom et s'identifier, envoyer sa photo, et il sera accueilli comme un VIP avec accueil à l'entrée, etc., pour lui faire vivre un moment exceptionnel. Et tout ça pour refourguer des manteaux qui ne sont pas de si bonne qualité que ça, 4 fois leur prix. Et ça marche super bien. Alors, évidemment, il y avait eu un cas, l'Apple Store. Imaginez la tronche des mecs dans la vallée le jour où Apple a dit « je vais ouvrir des boutiques physiques ». Tout le monde s'est dit « ces types sont en fait dingues ». Et alors, pourquoi ils ont ouvert des boutiques physiques? Parce qu'il se passe quelque chose dans une boutique qui ne se passera jamais en ligne. C'est que dans une boutique, vous pouvez forcer la conviction. Et ils ont remarqué une tendance, c'est que 90% des gens qui renouvelaient un Mac le renouvelaient en ligne, mais que 90% des primo-accédants au Mac le faisaient en boutique. Et que le problème des boutiques Apple Store, c'est que c'était le bordel rempli de types qui avaient une expérience qui n'était pas digne d'Apple. Et en fait, c'est un data point qui a lancé l'histoire du retail chez Apple, qui est un data point très précis, qu'ils ont compris mieux que personne. Et c'est là où, en fait, où Marc Andreessen ne comprend pas ce qui se passe, sans doute parce qu'il n'a pas fait de shopping depuis longtemps. C'est qu'en fait, le retail est en train de se transformer en une expérience fascinante. C'est que tous les magasins qui valent le coup, qu'ils soient artisanaux, de grandes marques, extraordinaires, petits, etc., ils ont tous une caractéristique commune, et c'est pour ça qu'ils survivent, c'est qu'ils fournissent une expérience incroyable. D'ailleurs, je parlais de mes oncles qui sont rigolos. Les gens ne viennent pas là parce que c'est unique ce qu'ils vendent. Ils viennent là parce qu'il y a mes oncles. Aujourd'hui, en fait, il y a un grand mouvement du retail expérience. Alors, par exemple, il y a cette société dont j'ai oublié le nom qui fait des stands en réalité augmentée. Donc, vous mettez un produit et en fait, vous avez vu, il n'y a pas de data autour du produit. Mais en fait, quand vous prenez le produit dans votre main, l'ensemble des datas sur le produit apparaissent. Parce qu'ils ont remarqué qu'un produit se vendait mieux quand les datas étaient, lorsque le produit était dans vos mains, plutôt que quand il était posé. Vous savez, les fameuses fiches caractéristiques d'un produit avec toutes les données. Bah, ce genre de boutique, en fait, révolutionne l'expérience d'achat et permet en fait de transformer l'achat en entertainment. Et il y a un endroit où on va acheter de façon entertainment, c'est les bazars. Et en fait, on a plein de choses à apprendre dans la refondation du retail et comme expérience, c'est dans les bazars. Pourquoi? Parce que les bazars, ça n'a jamais été un lieu pour vendre des choses. 80% du commerce se passait en dehors du bazar. Et d'ailleurs, 80% du commerce des gens qui sont dans le bazar, c'était de la livraison de familles qui avaient des commandes préétablies. Mais pourquoi le bazar a eu une importance tellement importante? Parce que c'est un lieu de vie, d'échange social extraordinaire. Et qu'on le veuille ou non, il va bien falloir trouver quelque chose à faire le samedi. Et en fait, l'acte de shopping, pour la plupart des gens, n'est pas un acte rationnel de besoin. La plupart des gens qui vont faire du shopping, ce n'est pas parce que sinon leur vie s'arrête s'ils ne vont pas en faire. Et en fait, je pense que c'est ce que Marc Andreessen ne perçoit pas. Et c'est assez facile quand on vit dans la vallée de se virtualiser aussi. C'est que tout ça, en fait, c'est l'émergence du discovery et de l'expérience. Je vais vous donner un exemple tout bête. Il y a une chaîne de magasins de livres en Angleterre qui est passée tout près de la faillite et qui a été sauvée par un deal avec Starbucks. C'est des gens qui vendent des livres. Alors, qu'est-ce que c'est l'acte d'aller acheter un livre? Vous allez en boutique, vous prenez le livre et vous partez. Et ces boutiques, si vous prenez un livre et que vous vous asseyez pour le lire, c'est terrible parce que ça énerve le type. Il se dit il faut l'acheter plutôt que l'essayer. Et en fait, Starbucks les a convaincus, parce que Starbucks avait beaucoup de problèmes de foncier au lancement en Angleterre, parce que le foncier est très cher en Angleterre. Et donc, pour conquérir le marché, il y avait ce réseau de librairies qui allait mal. Et ils sont venus en disant, comme de toute façon, tu es en train de faire faillite et qu'il n'y a plus d'espoir pour toi, tu vas me pousser tes bouquins là, et puis je vais installer un Starbucks au milieu de la librairie. Et il s'est passé un phénomène magique, c'est que pourquoi ils ont fait ça? Ils ont fait ça pour le prix du loyer que Starbucks payait. Et pourquoi Starbucks a fait ça? Parce que ça lui permettait d'avoir tout un réseau d'emplacement immédiat, à beaucoup moins cher que d'acheter un lieu foncier, etc. Et non seulement cette boutique de livres n'a pas fait faillite,
Mais en plus, elle a revécu grâce au Starbucks installé. C'est un hasard complet. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les types sont venus prendre des cafés, puis ils ont pris des bouquins avec eux. Et les types ont commencé au début à lutter contre ça, puis ils ont abandonné. Parce que quand vous avez 50 personnes par jour qui font la même chose, qui est de prendre un acte, qui est de prendre le bouquin et aller s'asseoir avec, vous le laissez faire. Et puis ils ont commencé à se rendre compte d'un phénomène assez bizarre, c'est que non seulement les gens prenaient le bouquin avec eux pendant qu'ils prenaient un café, mais en plus ils allaient l'acheter le bouquin pour repartir avec. Et en fait, le café a complètement redéfini l'expérience libraire. Et aujourd'hui, ces libraires vivent de quoi? Ils vivent du fait que les gens viennent acheter leurs bouquins par expérience et par plaisir, et que ce n'est pas un acte de bouquin forcé, c'est un acte de bouquin opportuniste. Ce n'était pas un bouquin que les gens avaient prévu d'acheter. Et alors là, il y a un data point qui est très intéressant, c'est qu'à part sur Amazon, le taux de conversion d'une boutique e-commerce, c'est 1% en moyenne. Ça, c'est la conversion en ligne d'une boutique e-commerce. La conversion d'une mauvaise boutique, c'est 30%. Et donc, vous voyez l'opportunité extraordinaire qu'il y a, c'est qu'il faut simplement trouver des bonnes raisons pour que les gens viennent plus souvent au-delà du simple fait d'acheter. Et je pense que c'est comme ça que le commerce va se sauver. C'est par exemple des gens qui n'ont pas compris ça, c'est Walmart, c'est Virgin. Virgin Megastore n'a pas compris ça. Je ne sais pas si vous avez été à Virgin, mais Virgin, pendant très longtemps, c'était une expérience. Ça ne l'était plus. Il faisait froid, les gens n'étaient pas sympas, tout le monde était stressé, il n'y avait jamais rien en rayon. Et c'est ce qui a fait que petit à petit, en fait, Virgin a sombré. Alors que l'emplacement aurait dû être rentable en soi, en fait. Sombrer sur les Champs-Élysées, ah merci, Barnes & Nobles, voilà, parler de Barnes & Nobles avec Starbucks. Alors, la dernière révolution qui est en train d'apparaître dans le retail et qui transforme toutes les formes de retail, c'est que des technologies qui avant étaient réservées à des prestataires de retail de premier plan sont en train de devenir des technologies accessibles à n'importe qui. Prenons un exemple. Je crois que c'est, disons, un magasin de vêtements masculins a installé un système de gestion des paiements pour avoir des datas sur ses clients qui leur a coûté 20 millions d'euros sur 5 ans pour le déployer. Depuis, Square s'est lancé. Square, c'est ce petit truc qui fait qu'à chaque fois que vous passez une carte, vous savez qui l'a passé. S'il a un circuit sur Square, Square vous offre ses datas. Et aujourd'hui, Square est capable d'offrir une architecture de data à n'importe qui de ses commerçants qui installe ce système de paiement. Et Square est capable de vous dire ce qui marche le mieux chez vous, ce qui ne marche pas, quelle est la catégorie de produits qui est le plus acheté, quelle est la catégorie la moins achetée, quelles sont les tendances d'achat dans votre quartier, dans votre boutique, etc., etc. Et pourquoi ils vous fournissent toutes ces datas gratuitement? Parce qu'ils veulent vous refourguer leur système de paiement Square avec une commission supérieure à celui de la banque. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que le pitch de Square, c'est de dire, nous, on est tellement simple qu'on peut se permettre de facturer plus cher que ce que votre banque facture. On assume. Parce que de toute façon, on va vous fournir tellement de choses par rapport à votre expérience que vous serez content de payer. Un autre élément, dans le retail, il y a deux choses qu'il faut savoir maîtriser. Le stock et la compta. Parce que si vous ne maîtrisez pas vos ratios, si vous ne maîtrisez pas vos marges, c'est vraiment un boulot d'épicier, le retail, quel que soit le domaine. Il faut savoir compter, il ne faut pas faire trop de cadeaux. Je vais juste vous raconter une plaisanterie. Et la différence entre prenons n'importe quelle nationalité, je n'ai pas envie de vexer qui que ce soit, qui ouvre une boutique et un Libanais qui ouvre une boutique. Le Libanais, quand il ouvre sa boutique, toute la famille vient payer plus cher que ne coûtent les produits pour lancer la boutique. Prenez n'importe quelle autre nationalité, ils viennent demander une réduc. Et c'est pour ça que, ces gens-là ont un avantage comparatif dans le commerce, en fait. Et en fait, c'est un peu la même chose. La maîtrise de la compta, les systèmes opérationnels payés par les retailers à des SS2I pour savoir au jour le jour leurs revenus dans l'ensemble de leurs magasins, c'était des investissements IT faramineux. Carrefour, le dernier projet en date dans ce domaine-là, a coûté plus de 300 millions. Aujourd'hui, vous avez la moindre boutique du coin qui peut acheter CRM, machin bidule ou Xero online ou je ne sais pas quoi, et qui a un système de compta qui est digne de ces boutiques-là. Ils peuvent avoir des boutiques dans 10 villes différentes, ils ont exactement leur stock. Ça, c'est vraiment un élément extrêmement intéressant. Par exemple, moi, je peux vous raconter la première boîte avec laquelle j'ai gagné de l'argent dans ma vie. J'ai grandi dans une ville où il y avait plein d'antiquaires et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que les stocks d'antiquaires étaient très longs à refourguer. Pourquoi? Parce que les antiquités ne se vendent pas bien. Et elles se vendent surtout de façon saisonnière quand les types qui ont des maisons secondaires viennent.
Alors moi, je me suis dit, comment faire pour vendre ces meubles à l'étranger? Et donc, j'ai simplement fait un truc tout bête, c'est que je prenais des photos en meubles avec mon petit appareil photo. En plus, j'étais un peu plus petit. Je prenais des photos de meubles et je les mettais en ligne et je les vendais 2 ou 3 fois le prix. Et en fait, très vite, j'ai eu un problème logistique énorme, c'est de savoir est-ce que le meuble était en stock ou pas. Et donc, j'avais créé un logiciel qui permettait à n'importe quel antiquaire de gérer ses stocks automatiquement et je lui fournissais gratuitement. Tu m'étonnes, je vendais ces meubles 3 fois plus cher en ligne. Alors, évidemment, je suis refourgué mon logiciel. Et en fait, sans m'en rendre compte, j'avais créé un cheval de Troie qui me donnait toutes les tendances du marché de l'antiquité de ma ville. Parce que d'un seul coup, je savais exactement ce qui se vendait ou pas sur mon site et en dehors de mon site. Parce que quand il vendait un meuble à un type, bah, il était dans le système de stockage, donc je le savais aussi. Et en fait, elle est là la clé, c'est que pourquoi toutes ces boîtes-là vous offrent, Square offre la compta et la logistique, etc. par-dessus la fenêtre, parce que c'est une source de data extraordinaire pour pouvoir adapter leur stratégie. Et ça n'a pas de prix, en fait, d'acquérir de la data. Si j'avais vendu mon logiciel de logistique, bah, j'aurais pas eu 100% des antiquaires de la ville qui l'utilisaient. J'aurais peut-être eu 20%, 30%, ce qui est une position d'information intolérable. Parce que quand vous faites une boîte dans le numérique, il n'y a toujours qu'un seul objectif, c'est dominer. C'est toujours un boulot de domination, le numérique. Soit vous avez 100% du marché, soit vous avez un problème. Et tant que vous n'avez pas 100% du marché, vous vous battez jusqu'à la mort pour essayer de conquérir les 100%. Et regardez pourquoi Google prend le risque d'être sous les foudres des autorités anticoncurrentielles? Parce qu'ils sont terrorisés à l'idée de lâcher la moindre part de marché. Ils pourraient très bien se dire, bon, on arrête d'être aussi agressif avec Microsoft, on leur envoie un peu de trafic et comme ça, Bruxelles arrête de nous embêter. Ils préfèrent dépenser 150 millions de dollars par an en avocats pour se défendre, plutôt que ne serait-ce que d'arrêter une minute à écraser tout le monde sur le marché du moteur de recherche. Et ça, c'est un élément important de cette structure, c'est que tout ce qui est avant, et alors ça c'est extraordinaire, ça vient de sortir, c'est allemand. Il fallait des Allemands pour lancer ça. C'est Vend, c'est le premier logiciel de stock prédictif en intelligence artificielle qui permet à n'importe quelle boutique de savoir quand est-ce que c'est le moment de renouveler son stock ou pas. Vous savez, le fameux boulot que font des types payés des fortunes au procurement des grandes boîtes de retail. Sur c'est le bon moment d'acheter 1 kilo de tomates, c'est le bon moment de les refourguer, etc. Parce qu'ils ont des databases, etc. Bah, eux vous l'offrent pour 29,99 € par mois. Et Vend enregistre quelque chose comme 1000 nouveaux retailers par jour en ce moment. Ouais. C'est une hyper croissance. Ils viennent de lever 10 millions de dollars aux États-Unis chez Andreessen Horowitz. C'est extraordinaire. Et alors prenons un dernier exemple de ces capacités de back-end qui sont offertes à n'importe qui technologiquement. C'est Shopify, le Spotify de la boutique, qui permet à n'importe qui en 15 minutes d'ouvrir une boutique en ligne avec système de paiement intégré, système de stock, système de pub, etc. Et alors qu'est-ce que c'est le boulot de Shopify? Le boulot de Shopify, c'est de vous contraindre. Pourquoi Shopify est en train d'écraser tout le monde? Parce que toutes les solutions sur le marché de la boutique en ligne sont des solutions à très grande liberté. Vous pouvez mettre les boutons où vous voulez, les couleurs comme vous voulez, les templates comme vous voulez, etc. Shopify fait tout pour vous empêcher de faire ça. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qui est bon pour vous. Il sait qu'il ne faut pas mettre de boutons dans telle couleur. Donc il fait tout pour vous empêcher de pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que Shopify, lui, a les datas de l'ensemble des micro-boutiques disponibles sur Shopify et il voit tout ce qui se passe, tout ce qui marche et tout ce qui ne marche pas et il réimplémente instantanément l'ensemble des bonnes pratiques sur l'ensemble des boutiques en ligne. Et donc, beaucoup de gens n'utilisent pas Shopify parce que c'est beaucoup plus contraint que les autres solutions de marché. Mais en fait, c'est la solution de marché de loin la plus efficace et c'est pour ça qu'elle est en train de terrasser tout le monde parce que les boutiques sur Shopify marchent mieux que les boutiques en dehors de Shopify. Mais vous imaginez que les gens qui travaillent chez Shopify, en fait, en travaillant, ils travaillent aussi pour cette petite boutique de vêtements de l'Iowa ou du Wisconsin ou du Brésil. Par exemple, mon petit-neveu a lancé une boutique en 5 jours, il a 15 ans, il a lancé une boutique en 5 jours avec Shopify qui vend des vrais trucs parce que c'était incroyablement facile de le faire et c'était plus qu'une question de travail et de gestion. Et alors, vous prenez, par exemple, il y a un Shopify très célèbre qu'ils adorent, c'est des gens qui fabriquent des vêtements artisanaux à la main et ils ont leur boutique en ligne et ça fait un carton et ils emploient plein de gens dans je ne sais plus quelle ville de Brooklyn, enfin je crois que c'est Brooklyn ou je ne sais pas quoi. Et en fait, ils expliquent que les types de Shopify aiment tellement cette boutique
qui viennent optimiser la boutique pour eux, en fait, en leur disant « Attends, là, il faudrait que tu offres tant de pourcents de réduc ce mois-ci, tu vas voir, ça va booster tes ventes. Mais pourquoi? Cherche pas, vas-y, fais-le, tu vas voir. » Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des boîtes extrêmement data-driven, qui ont un nombre de data, en fait, fascinant, qui sont exploités et mis à jour en permanence. Et la dernière chose, en fait, en termes de back-end, et je vais finir là-dessus, c'est que pendant très longtemps, en fait, dans le monde du commerce, ce qui était extrêmement dur, c'était de bâtir une image de marque. Pourquoi? Parce que ça coûte une fortune de bâtir une image de marque en tant que vendeur. Aujourd'hui, vous avez un outil à votre disposition qui s'appelle YouTube, et Dollar Chef Club est un exemple extraordinaire. Ils ont fait une vidéo sur YouTube qui a été vue à des millions de fois et qui a produit dans la journée plus de 30 000 ventes de rasoirs et qui produit je ne sais plus combien, je crois que c'est plus de 300 000 abonnés à Dollar Chef Club. Alors c'est quoi Dollar Chef Club? C'est pour $1 par mois, vous recevez des rasoirs à la maison qui sont fabriqués par un Chinois inconnu et qui n'ont rien de spécial à part d'être un rasoir qui rase. Mais ils ont trouvé le bon pitch, le bon pricing, etc. Et Dollar Chef Club, c'est une boîte qui a été lancée pour $5 000. Tout compris. Pourquoi? Parce que la logistique, qui était avant un coût upfront et maintenant un coût variable, ils l'ont à leur disposition. La communication était un coût fixe avant, c'est devenu un coût variable, YouTube. La compta, la distribution, le packaging, l'envoi, etc. Avant, c'était un coût fixe, c'est devenu un coût variable. Et comme tout ce qui était des coûts fixes est en train de devenir des coûts variables, eh ben on est en train de voir l'émergence de plus en plus du retail phénomène. C'est que des gens arrivent à trouver des opportunités retail du simple fait qu'ils sont capables de trouver le bon discours qui va se disperser de la bonne façon en maîtrisant au plus près le lien intime avec le consommateur. Qu'est-ce que Dollar Chef Club maîtrise? Il maîtrise le pitch du « tu te fais arnaquer par les pubs Gillette ». Parce qu'aujourd'hui, ton rasoir sert à payer Agassi et rien d'autre. Et il ne sert pas à payer la lame, parce qu'on t'assure, nous on les achète au même endroit que Gillette et en fait ça ne coûte rien.